moi je suis toute seule en fait maintenant. J'ai pas de maman en fait. Il y a plein d'étapes dans ma vie où j'aurai pas ma mère qui sont très importantes pour moi ou qui ont été très importantes pour moi. J'ai jamais ressenti de colère contre les terroristes. Si j'accepte pas, dans ces cas-là, je meurs en fait. Aujourd'hui, c'est les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015 qui ont marqué Paris et la France. Il y a 10 ans, j'avais 15 ans, j'étais au collège. Le même âge à l'époque que Mélissa, qui elle, a perdu sa mère, attablée à la Belle Équipe, une des terrasses attaquées par les terroristes. Il y a quelques jours, elle a accepté de me raconter comment s'étaient passées ces 10 dernières années pour elle. Comment on survit à une telle épreuve et comment on apprend à grandir en ayant perdu sa mère dans un attentat qui a touché toute la France. Alors merci à elle d'avoir accepté de me raconter une partie de son histoire et je vous laisse avec son témoignage. C'est bon pour toi hein? Ouais, c'est bon moi. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Je m'appelle Mélissa, j'ai 25 ans et j'habite à Paris. On peut rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter pour toi le 13 novembre? Toi, tu as perdu ta maman? Ouais, j'ai perdu ma mère. Du coup, le soir du 13 novembre à la Belle Équipe, j'étais toute seule à la maison avec mon frère et ma mère, elle est partie manger avec des amis. Et en fait, sur les coups de 22h, ses amis sont rentrés, pas elle. Et ils nous ont annoncé que du coup elle était morte. On a vu l'annonce parce qu'on regardait le match à la télé, il y avait un match, je sais plus quel match, bref, au Stade de France. Et il y a eu aussi des attaques au Stade de France, il me semble. Ouais. Et en gros, ils ont coupé le match pour faire une annonce, pour donner les noms des autres lieux où il y avait à ce moment-là des attaques. Et au moment, en fait, moi j'ai envoyé un message à ma mère parce que c'était dans le 11e du coup. Tu savais où elle était? Ouais, je savais exactement où elle était parce qu'on devait y aller en fait au début avec mon frère. Et en fait, au moment où j'allais lui envoyer un message, il y a ses amis qui sont rentrés et qui nous l'ont annoncé. Voilà. Que je crois qu'entre le moment où on a vu l'annonce à la télé, il s'est écoulé peut-être 15 minutes, pas plus. Mais franchement, je ne sais plus vraiment. J'ai pas du tout la notion du temps en fait de ce moment-là parce que c'est un peu un blackout. Est-ce que tu veux me parler un peu d'elle? Elle s'appelait Véronique? Ouais, elle s'appelait Véronique. C'était une femme très extraordinaire forcément, à mes yeux en tout cas. Et elle faisait plein de trucs dans sa vie. Elle était journaliste. En même temps, elle a créé une association. Elle était présidente d'une association à Madagascar. Et à la fin de sa vie, en fait, elle s'est vraiment consacrée à plein temps à cette association. Donc, elle était entre Paris vraiment et Madagascar, mais voilà. Parce que vous, du coup, vous êtes malgache? Ouais, moi je suis malgache, adoptée du coup, et voilà. D'accord. Comment ça a été les premiers jours après? Comment tu as réagi? En fait, j'étais pas vraiment dans mon corps pendant une très longue période. J'étais vraiment en dépersonnalisation. Et j'ai oublié le terme, mais c'est quand tu te vois un peu à la troisième personne, où tu es juste en pilote automatique et tu fais les choses parce qu'il faut les faire. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde chez moi, que c'était très angoissant en fait. Parce que c'était trop? Ouais, c'était too much. Franchement, c'était too much. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça, mais moi, par exemple, je supporte pas quand il y a du monde autour de moi, quand je me sens pas bien, ou en tout cas quand c'est pas les personnes que j'ai envie de voir. Et à ce moment-là, c'était trop. J'avais l'impression que j'avais pas mon moment à moi pour respirer et pour comprendre ce qui se passait en fait. Et donc je pense que ma seule façon de digérer la situation, c'était de faire comme si de rien n'était finalement, parce que je pense que j'avais que ça sous la main. Donc je suis retournée à l'école, c'était vendredi soir, et je suis retournée à l'école le lundi. Et j'avais pas compris à quel point c'était national comme événement, j'avais pas compris à quel point ça touchait tout le monde et que du coup tout le monde était au courant dans mon école. Et t'étais en quelle classe? J'étais en 3e. Ouais, j'étais en 3e. Et en fait, je suis allée à l'école et en fait tout le monde était au courant. Et donc, au courant de l'événement ou pour de ma toi mère? Aussi, ouais. Tout le monde était au courant et donc du coup c'était horrible. Vraiment, j'ai détesté ce jour-là. Et après, j'ai demandé aux gens de faire comme si de rien n'était parce que je déteste la pitié des gens. En fait. C'est un truc qui me met énormément en colère parce que d'un coup, au début, personne me calculait forcément outre les gens de ma classe. Et là, d'un coup, t'as tout le monde qui est sur toi, qui te demande si ça va, qui te demande si c'est vrai, qui te pose des questions débiles. En plus, on avait 14-15 ans. Ouais, on avait quoi 14. La réaction des ados à ce moment-là, mais est-ce que c'est vrai? Ça va? Que des trucs comme ça. Et en fait, non, tu sais très bien que ça va pas. Tu perds un proche, je vais pas te dire, écoute, ça va trop bien, genre. Non, non. Tu te doutes bien que ça va pas, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 pour le savoir ou d'être grand.
l'événement était tellement gros et les gens qui l'ont vu en extérieur étaient tellement tristes que je trouvais ça fou qu'ils me posent la question si ça allait alors que eux-mêmes ça allait pas en fait. C'est quoi ce qui t'a le plus aidé à l'époque pour C'est dur comme question. Franchement, je pense que c'est juste le fait de faire semblant un peu qui m'a aidé à... Ou le fait de ne pas ressentir totalement les choses parce que je pense que je sais pas si je m'en serais sortie aussi bien. Et c'est retombé ça à un moment donné où est-ce que t'as dû ressentir vraiment? C'était quoi des années, des mois plus tard? C'était 2 ans après. Ouais. 2 ans après, je suis tombée en dépression mais sévère. Mais il y avait plusieurs événements en fait qui ont fait que... Mais du coup en fait tout est retombé et ça m'a ouvert les yeux sur en fait déjà la colère que je ressentais, la solitude énormément, le fait de devenir dépendante en fait, de sentir que tu développes de la dépendance affective qui m'a beaucoup fait souffrir aussi mine de rien. J'ai été suivie, ouais. Et avant t'avais jamais... Non, parce que j'aimais pas qu'on m'impose le fait de le faire en fait. On peut pas imposer à quelqu'un de voir un psychologue ou de parler. Si la personne elle a pas envie de parler, laisse-la, elle va parler plus tard. Et moi c'est vraiment ce qui s'est passé. Tout le monde me disait mais il faut que tu vois un psy, il faut que tu vois un psy. En fait j'envoyais chier tout le monde parce que moi je déteste ça. Et après je suis allée voir quelqu'un 2 ans après. Ouais, quand c'est toi qui avais décidé. Ouais en fait, voilà, j'ai décidé que et c'est tout. Okay. Et la colère que t'avais était contre qui? Contre les terroristes contre la vie globalement de t'enlever ta mère Je sais pas, contre le monde entier. Mais non, j'ai jamais ressenti de colère contre les terroristes. Déjà quand j'étais plus jeune, je savais clairement pas vraiment ce que c'était, premièrement. Et même quand j'ai compris, en fait, je me suis beaucoup intéressée sur le sujet, etc. Et en fait, je ressens plus pas de la peine, parce que c'est très fort comme terme, mais je ressens de l'indifférence limite, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont manipulés. Enfin, comment fonctionne Daesh? C'est juste de la manipulation qu'on fait à des gens qui sont à un moment compliqué dans leur vie, très faible. Ils sont juste endoctrinés dans ça. Et donc, d'un côté, je peux pas leur en vouloir parce que il y a un moment où dans notre vie, on a plus ou moins tous été peut-être plus vulnérables ou plus manipulables. Mais eux, ils ont peut-être pas eu la chance d'avoir un entourage derrière eux qui était là pour les sortir de là. Et il y a aussi ce truc où, en fait, c'est fait. En fait, je sais pas comment expliquer. Je leur trouve pas d'excuses. C'est affreux, c'est abominable et franchement, je leur souhaite beaucoup de mal en réalité. Mais en même temps, je sais pas. Je me suis jamais mise en colère contre eux ou contre un groupe de personnes ou quoi. Contre le monde entier, contre les gens qui me comprennent pas, contre beaucoup de gens qui m'ont presque rejeté au final parce qu'ils voyaient que moi je les rejetais. J'ai ressenti énormément de colère. Contre le monde entier, oui aussi, parce que d'un côté je comprends pas comment est-ce qu'on peut en arriver là. Mais c'est tout. Non. Et comment t'as vécu moi de l'extérieur, on avait les minutes de silence, des choses comme ça. Toi, c'était de l'indifférence, ou c'était dur à faire. C'était dur de le subir. Ouais. Parce que en fait, du coup, tout le monde se retourne vers toi. Parce que tout le monde sait. Tout le monde sait, donc tu peux même pas... Enfin, t'es comme l'éléphant dans la pièce que tu dois ignorer, en fait. Sauf que les gens ne t'ignorent pas, en réalité. Les gens sont toujours là pour te le rappeler à un moment donné. Et je trouvais ça très injuste de vivre ça. Et en même temps, c'était national, quoi. Donc je peux pas ne pas être là, je peux pas faire semblant, quoi. Mais voilà. Est-ce que tu t'es rapproché de... du coup, il y avait les amis de ta mère qui y étaient, donc peut-être Est-ce que tu as eu besoin de parler de ce qui s'était vraiment passé? Ou d'autres enfants de victimes dans la même situation que toi? Non. Non. Je sais pas pourquoi, je ressens beaucoup de gêne, en fait. C'est de la gêne que je ressens énormément. Quand je suis allée au procès, parce que j'étais au procès des attentats, c'était dur. Et en même temps, ça m'a soulagée de voir qu'il y avait d'autres gens qui étaient dans ma situation. Mais quand j'étais plus jeune, j'y pensais pas du tout, en fait. Quand j'étais plus jeune, c'est comme si j'étais toute seule dans mon cauchemar. Et en fait, quand je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait d'autres personnes avec moi, ça m'a soulagée parce que je me suis sentie moins seule. Et en même temps, ça m'a fait énormément de peine parce que ça me fait de la peine de voir qu'il y a des gens qui souffrent énormément et qui s'en sont pas remis forcément. On s'en remet vraiment jamais, je pense, mais ça m'a vraiment fait du mal en fait de voir toute la peine des gens et qu'on partageait la même en fait, juste différemment, mais voilà. Okay. Et le procès, ça t'a... Ça m'a soignée. Okay. Et en fait, ça me faisait du bien d'y assister parce que je me suis dit que j'avais réussi à passer l'étape d'être toute seule face à moi ou à une caméra ou peu importe, mais du coup être avec d'autres gens. Et j'ai parlé au procès
J'ai pris la parole alors que c'était pas du tout prévu et que j'avais pas forcément envie de le faire au début. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, il y avait les terroristes qui étaient là, enfin ceux qui restaient. J'avais entendu beaucoup de choses au procès qui me dérangeaient énormément de la part de ces personnes-là, enfin des terroristes du coup. Et en fait, prendre la parole et de les regarder, ça m'a fait trop du bien. Okay. Ça m'a fait trop du bien. À la sortie, j'étais vide, mais je me sentais bien en fait. T'as pu dire quoi en gros de tout toi ce que t'avais vécu comment... Ouais. En fait, ma manière à moi d'exprimer ma colère, c'était surtout de leur dire en fait, moi je suis toute seule en fait maintenant. Moi je suis toute seule. Je suis toute seule. J'ai pas de maman en fait. Il y a plein d'étapes dans ma vie où j'aurais pas ma mère qui sont très importantes pour moi ou qui ont été très importantes pour moi. Pointer du doigt le mal qu'ils avaient fait parce que je pense qu'il y en avait qui avaient vraiment honte. Sur leur visage, ça se lisait qu'il y en avait qui avaient honte, mais je voulais vraiment leur mettre en fait leur visage dans la honte et dans la merde qu'ils ont créée en fait. Parce que je suis pas en colère, mais c'est pas normal d'avoir fait ça. Juste voilà, maintenant tu te débrouilles avec ça, tu gères. Là, ça va faire du coup 10 ans dans quelques jours. Toi, comment tu as évolué pendant ces 10 ans? Tu as eu du coup une grosse dépression 2 ans après, mais tu t'es accroché, tu as fait tes études. Qu'est-ce qui t'a aidé Déjà, je suis toujours en dépression, je tiens à le dire. Bon, je me soigne, etc. Donc ça va déjà beaucoup mieux à ce niveau-là, parce que j'en ai pris conscience. Les études, j'ai eu le bac. Je pensais pas aller jusqu'au bac et je l'ai eu parce que ma mère elle me disait tout le temps qu'il fallait que j'ai au moins le bac, après je fais ce que je veux. Donc j'ai eu le bac avec mention, donc j'étais très fière et c'est aussi une étape importante où j'aurais aimé qu'elle soit là pour le voir. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je pense que j'ai eu de la chance, j'ai un très bon entourage qui est très solide, très soudé, très présent pour moi. J'ai compris beaucoup de choses aussi sur moi, ma manière d'interpréter mon deuil, ma colère et d'accepter en fait que je suis en colère et c'est ok. Parce que pendant longtemps, on m'a fait penser que c'était pas normal et qu'il fallait que je me soigne et que j'étais vraiment la folle. Et en fait, non, je suis pas folle. C'est normal d'être en colère. Si j'ai envie d'être en colère, je suis en colère. Que la manière que j'avais d'interpréter aussi mon deuil, elle n'était pas normale. Parce que ça aussi, je l'ai très mal vécu. J'avais l'impression que beaucoup de gens comprenaient pas. On t'a reproché d'être trop normale, trop contente. Ouais, il y a des gens qui trouvaient pas ça normal que je pleure pas, ou que j'ai pas de mal à en parler, ou même qu'il y ait des fois où pas que je me sente soulagée, mais que en fait j'ai accepté que c'était comme ça. En fait, je peux pas. Si j'accepte pas, dans ces cas-là, je meurs en fait. Pour moi, c'est ça. C'était soit j'accepte et je me force à accepter parce que j'ai pas envie de mourir, soit je meurs et la vie n'aura pas eu la peine d'être vécue en fait. Et moi j'ai envie de vivre, même si c'est plus difficile, j'ai quand même envie de la vivre malgré tout. Et je trouve ça fou que ce soit pas plus expliqué par exemple. Ouais. Parce que moi à l'époque, si on m'avait expliqué tout ce que je connais et tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais déjà accepté la manière de faire des autres et ma manière à moi aussi de gérer mon deuil. J'ai accepté qu'il me fallait du temps parce que je suis très impatiente comme personne. Donc j'ai accepté qu'il me fallait du temps et j'ai accepté aussi que peut-être que j'allais pas vivre ma vie comme je l'avais imaginé, comme je l'avais idéalisé, mais c'est pas grave. Voilà. Et dans ta vie perso, tu arrives à la construire normalement aussi ou c'est compliqué de faire des rencontres, d'avoir cette histoire et de... La différence, je pense que c'est vraiment... moi, j'ai pas vécu la même vie que d'autres personnes de mon âge à l'époque l'ont vécu, qui sortaient tout le temps, plein d'amis, les fêtes, les dîners de famille, les trucs comme ça. Moi, j'ai vraiment pas vécu ça. Encore une fois, j'étais assez seule et j'ai pas eu... comment expliquer ça ? La même adolescence. J'ai pas eu la même adolescence que beaucoup de personnes, même si on a tous nos problèmes et tout. Voilà, mais mon rapport avec les autres, il est différent. Parce que forcément, quand tu perds quelqu'un, t'as plein de conséquences en fait, de la perte, etc. Donc ça peut être la dépendance affective, le manque de confiance aux gens. Comme j'ai dû grandir plus ou moins seule avec mon frère, je me suis beaucoup occupée de ma maison et de ma vie de famille, entre guillemets. Donc j'ai pas eu le temps
de faire tout ça. Mais maintenant, j'ai le temps un peu plus, ça va mieux. Est-ce que tu as pris un peu le rôle au niveau familial de compenser un peu, de dire ça va, pour pas qu'ils s'inquiètent pour toi, pour que tu compenses que tout le monde a perdu Exactement. En fait, c'est là Enfin, c'est pas une erreur parce que si c'était à refaire, je le referais. Mais je pense que comme moi, j'étais vraiment en pilote automatique, je ressentais rien. Donc j'avais cette force entre guillemets, enfin cette fausse force de parfois prendre les choses en main dans ma famille, dans ma maison pour des décisions. Et pour moi, le plus important, c'était la santé de mon frère, même si maintenant il est adulte et enfin voilà, il sait se gérer. À l'époque, c'était pas le cas. Et pour moi, en fait, c'était mon rôle, quoi. C'était mon rôle. Et puis, en dehors de ça, il n'y a rien qui m'importait plus que son bien-être à lui que moi, en fait. Donc, Tu faisais un peu aussi par rapport à ta mère aussi, de te dire, elle peut pas le faire. En fait, mon frère, il me dit tout le temps que j'ai pris de ma mère sur beaucoup de choses, ce qui n'est pas faux. Et ouais, totalement. Donc voilà, mais maintenant, j'essaye de me laisser un peu plus d'espace. Comme on a tous les deux grandi et tout, je me permets de sortir, de faire des trucs. Et qu'est-ce que tu gardes d'elle de positif pour ta vie de femme La force. C'est très bateau comme réponse, mais c'est la force. C'est ce qui t'a aidé aussi. Parce qu'elle avait un tempérament qui était vraiment juste filet droit. Pas le temps de regarder en arrière, etc. Bon, il y a beaucoup de... Enfin, c'est nuancé, on va dire, mais... Ouais, je pense que c'est aller tout droit. Il y a plein de fois où je me dis, même le courage aussi, et c'est peut-être un peu narcissique de le dire comme ça, mais il y a plein de situations où moi j'ai le courage de le faire. Et ma mère aussi, elle avait beaucoup de courage. Et voilà, ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que tu dis, elle, si ça avait été l'inverse, elle aurait géré comme ça Ouais, vraiment. Il y a des fois où même... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est des petits événements à droite à gauche, mais typiquement, il y a des fois où mon conjoint ou même mes proches me disent mais fais attention et tout, te mets pas en danger. Mais moi je me dis dans ma tête, mais si ça avait été ma mère, elle se serait pas posé la question. Là, les 10 ans, c'est dans quelques jours. Médiatiquement, du coup, on en parle beaucoup. Toutes les séries, tout ça, tu peux regarder Qu'est-ce que ça m'énerve. J'ai jamais pu les regarder parce que j'ai pas envie de me remettre là-dedans, déjà de 1. Et j'aime pas trop la manière dont c'est interprété, etc. Après, voilà, c'est une série, c'est très bien documenté et tout, mais c'est pas mon truc, quoi. Là, je peux te voir de toute façon France Télé avec la série des Vivants et ça a fait quand même pas mal réagir parce qu'il y en a qui ont dit on regardera pas ou c'est trop de la fiction alors que c'est trop grave. Je trouve ça, c'est ça en fait. Je trouve ça limite, très limite, très limite. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, je peux pas les empêcher, voilà, mais je trouve ça très limite. Comparé à Netflix, qu'on fait une série documentaire, donc j'aime bien le côté documentaire. Le truc de France TV, j'ai regardé les critiques et j'ai vu des gens aussi victimes des attentats réagir et je les comprends à 100% et je ne regarderai jamais cette série et voilà. Ouais, c'est vraiment pas un truc que je trouve très judicieux en fait. Qu'est-ce que tu veux porter comme message aujourd'hui toi par rapport à tout ça ? Par rapport aux attentats, j'aimerais quand même dire que apporter mon soutien à toutes les personnes comme moi qui ont été victimes de près ou de loin parce que je me rends de plus en plus compte que c'est un événement encore une fois qui est tragique pour tout le monde et tout le monde en fait l'a vécu, même les personnes qui n'ont pas forcément perdu de proches, etc. Tous les Français l'ont vécu et ça me rend très triste et en même temps j'ai envie d'apporter mon courage et mon soutien à tout le monde parce que ça nous a tous marqués. Et pour toutes les personnes qui ont perdu des proches, ou leur maman, leur papa, peu importe, de vraiment faire confiance au temps. Ce qui est une phrase très bateau et moi je refusais de l'entendre quand j'ai perdu ma mère parce que pour moi c'était pas possible de vivre sans. Mais en fait de faire confiance au temps et de pas rester seul. Et surtout d'accepter, en fait, personne n'a rien le droit de dire
sur la manière dont on gère notre deuil. Et c'est vraiment un truc qui me tient très à cœur parce que moi, je l'ai pas vécu, je me suis sentie très seule et très rejetée à certains moments à cause de ça. Et je veux vraiment que les gens qui le vivent ne se sentent pas seuls en fait. Vraiment, ne vous sentez pas seul, vous n'êtes pas tout seul. Perdre quelqu'un, on nous a pas appris à perdre quelqu'un, on n'apprend pas comment gérer la mort, etc. Et voilà. Ok. Ouais.